Je ne sais pas vous, mais moi quand je pense à la pollution de l'air, je pense à ce type d'image. You can just see actual pollution just in our sky. Mais j'ai beaucoup plus de mal à visionner les risques concrets que ça fait planer sur nous. Pourtant, j'ai regardé, respirer un air de mauvaise qualité, ça tue près de 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Un peu comme si toute l'agglomération de Madrid mourait de ça. Alors, est-ce qu'on est partout condamné à respirer un air de plus en plus nocif? Salut, c'est Lucas. Sur Terre, seuls 7 pays respireraient un air sain selon un rapport récent. Et tous les autres auraient un air trop pollué. En fait, j'ai même découvert que la pollution de l'air, c'est la 4e cause de décès dans le monde. C'est par exemple derrière le tabac, mais loin devant l'alcool. Je trouve ça vraiment dingue que l'air qu'on respire depuis la nuit des temps et qu'on associe souvent à la pureté soit devenu aussi nocif. Nous, on l'appelle le tueur silencieux. On estime que c'est un décès prématuré sur 9 dans le monde, donc oui, c'est quand même très préoccupant. Mais derrière ce constat, il y a de grandes variations. Certains endroits connaissent de fortes dégradations de leur air, mais d'autres arrivent à le rendre de plus en plus pur. Pour cet épisode des Doc Nature, j'ai voulu creuser, l'air qu'on respire est-il de plus en plus nocif? Quelles sont les pistes de solutions? Je vous explique. Regardons en 1990 les données du rapport State of Global Air. Le nombre de morts attribués à la pollution de l'air aux particules fines, ou PM2.5, s'élève alors à 2 millions sur l'année. Avançons dans le temps. Le nombre de morts explose au fil des années pour atteindre 4,1 millions en 2019. Ces PM2.5, ces particules minuscules, forment aujourd'hui la pollution de l'air qui tue le plus de gens dans le monde. Je me suis déjà demandé comment ça se fait que de si petites particules peuvent avoir de si grands impacts sur la santé. Les particules, quand on les respire, elles vont être capables d'induire des molécules oxydantes dans nos poumons. S'il y en a trop dans les poumons, eh bien, on a ce qui s'appelle un stress oxydant qui se met en place. C'est ça qui va déclencher des réponses inflammatoires, mais ça peut aussi causer des dommages à l'ADN qui vont être à la base de la cancérogénèse. Donc ça, c'est pour l'exposition à nos bronches. Mais on sait que, par exemple, on a une exposition du cerveau. Il faut savoir que dans nos nez, en fait, là où passent nos molécules odorantes, on a une perméabilité avec le cerveau. Et on sait qu'en fait, les particules nanométriques, elles peuvent rentrer par là et peuvent aussi créer des dommages. Plus généralement, un air moins pur, je me suis rendu compte que ça pouvait être lié à des cancers du poumon, à des pneumonies, des naissances prématurées, des maladies cardiovasculaires ou encore à du diabète. En voyant l'ampleur de ces conséquences, je me suis demandé si la situation était partout la même et à quoi c'était dû. Bienvenue à Maurice, en Islande ou encore à Grenade. Ces 3 pays, ce sont ceux qui ont l'air le moins pollués pour l'année 2023, selon un récent rapport. Avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Estonie et la Finlande, ils font partie des 7 seuls pays avec une bonne qualité de l'air. On va voir que dans les autres pays, les dépassements de pollution varient fortement d'un pays à l'autre. En fait, ils ont classé les pays selon les concentrations moyennes en 2023 des particules fines, les PM2.5, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et ils les comparent à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 5 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. Les premiers pays du classement, ce sont ceux qui dépassent largement cette recommandation, comme le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. On va pouvoir excéder jusqu'à plus que 10 fois cette cible à atteindre. C'est aussi des régions en développement, là où on a des personnes, on va dire, plus pauvres et qui sont plus vulnérables en fait. Juste derrière, dans des pays avec des fortes concentrations, on trouve par exemple la Chine, le Vietnam ou le Sénégal. En fin de classement, on trouve les pays où la pollution de l'air dépasse toujours la recommandation, mais plus légèrement. C'est par exemple le cas de l'Argentine, des Pays-Bas ou du Portugal. Tout en bas du classement, on retrouve les 7 seuls pays qui respectent la recommandation de 5 microgrammes par mètre cube. La France, elle se classe à la 99e place sur 130, juste avant la Belgique. Il y a aussi beaucoup de sites différents qui ont pu concourir à avoir ces moyennes. Elle fait donc partie des pays avec l'air le moins pollué, mais la concentration de particules fines est quand même 2 fois plus élevée que la recommandation. Je vais vous dire 2 mots sur ce classement pour bien comprendre. Il a été réalisé par des experts d'IQR, une entreprise qui développe des technologies pour mesurer la pollution de l'air et tenter de s'en protéger. Ce que j'ai pu voir, c'est que ce rapport s'appuie sur un certain nombre de stations qui sont pour certaines homologuées, mais qui aussi comprend des mini-stations qui vont être soit des capteurs low cost, soit
d'autres types de stations. Dans des pays où il y a peu de mesures publiques disponibles, ça peut avoir un intérêt. Dans d'autres pays où le territoire est déjà très très bien maillé, ça peut amener du bruit dans les mesures. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vérifier la concordance entre les mesures de ces capteurs et des stations qui sont qualifiées et calibrées. Les ordres de grandeur de ce classement, ils sont assez proches de ceux que j'ai pu trouver dans des rapports plus anciens faits par des universitaires. Quand on parle de pollution de l'air, ces particules fines PM2.5 sont celles auxquelles on attribue le plus grand nombre de morts dans le monde, 4,1 millions. Mais à côté, il y a en fait d'autres polluants. Par exemple, en 2019, dans le monde, environ 365 000 morts sont attribués à l'ozone et 2,3 millions à la pollution de l'air intérieur due à certains combustibles. On sait que l'impact sanitaire est dans sa majeure partie attribué à l'impact des particules fines sur l'organisme. Quand on parle des PM2.5, on parle de toutes les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres indicateurs, d'autres polluants réglementés en Europe comme les PM10, donc toutes les particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns. Et il faut savoir qu'en France, en général, on regarde ce qu'on appelle l'indice Atmo, où on vient regarder le niveau de polluants de 5 polluants réglementés. L'indice Atmo, lui, va être lié à l'indice le plus défavorable du jour. Donc finalement, on regarde un ensemble de paramètres plutôt qu'un seul. Sur ces autres pollutions aussi, il y a des différences entre les pays et même des différences au sein des pays. Ok pour ce panorama actuel, mais comment on en est arrivé là? Est-ce que l'air devient de plus en plus nocif dans tous les pays ou pas? Et surtout, à quoi sont dues ces évolutions? Cette photo montre la ville de New Delhi en 1972 et celle-ci dans les années 2010. Cette fois, c'est Londres en 1952 et Londres dans les années 2010. Alors, le niveau de pollution, il peut bien sûr changer d'un jour à l'autre, mais l'air de ces deux endroits ont bel et bien connu des évolutions complètement différentes au cours des dernières décennies. Prenons le nombre de morts à l'échelle mondiale, toute pollution de l'air confondue. Entre 1990 et 2019, on est passé de 6,5 millions à 6,7 millions de morts. Mais derrière cette relative stabilité, beaucoup de choses ont changé et dans des directions différentes. Ça dépend des composés et ça dépend des régions du globe. Premièrement, tous les types de pollution n'ont pas évolué de la même manière. Cette première courbe, elle montre par exemple le nombre de morts dans le monde dû uniquement à la pollution intérieure des logements à cause de certains combustibles. C'est l'impact qui est lié plutôt à la qualité de l'air intérieur, qui est lié à des cuissons où les gens cuisinent encore au bois ou au charbon dans les maisons. Ce nombre de morts, il a fortement baissé depuis 1990. Mais à l'inverse, le nombre de morts causés par l'ozone a fortement augmenté, et c'est la même chose pour les particules fines. Deuxièmement, la pollution de l'air a aussi connu des évolutions différentes d'un endroit à l'autre. Vous vous souvenez de ces photos? En Inde, la concentration de particules fines a augmenté, alors qu'au Royaume-Uni, elle a diminué sur la même période. Cette étude, elle montre plus largement ce que ça donne dans les autres pays entre 2010 et 2016 cette fois. Plus un endroit est rouge, comme ici, et plus la pollution de l'air aux particules fines a empiré. Et plus un endroit est bleu, et plus l'état de l'air s'est amélioré. Il y a des régions du globe qui sont exposées à une pollution de l'air qui augmente ces dernières années de façon assez préoccupante. C'est en général des pays en développement avec une forte activité industrielle et là où on n'a pas ou peu de contrôle sur les émissions, et aussi des pays à forte densité humaine. Et puis, en parallèle, elle s'améliore dans des régions comme la nôtre en Europe ou en Amérique. Sur le plus long terme, il y a un autre facteur qui a pu contribuer à ces évolutions contraires. C'est la délocalisation de mines ou d'usines textiles, électroniques et de nombreux produits du quotidien depuis l'Europe ou l'Amérique du Nord vers des pays d'Asie ou d'Afrique notamment, ce qui a mécaniquement déplacé les pollutions provoquées par ces activités. En Europe, elle s'améliore tout composant confondu, tout polluant confondu, sauf l'ozone, qui est justement ce gaz oxydant dont en fait la production est aussi médiée par le changement climatique parce que pour produire de l'ozone, il vous faut du soleil et des conditions anticycloniques favorables. Mais du coup, sinon, hormis l'ozone, en France, l'ensemble des polluants atmosphériques diminue et c'est aussi le cas en Europe. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de problème dans les pays où la pollution a baissé. Cette autre étude, elle a estimé l'évolution du nombre de décès imputables à la pollution aux particules fines en Europe. Entre 1990 et 2019, elle pointe une diminution de 42,4% du nombre de morts. Mais elle indique que ces pollutions y provoquent toujours 368 000 décès en 2019. L'étude conclut qu'il faut continuer à appliquer des politiques pour réduire l'un des plus grands facteurs de risque pour la santé humaine. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Déjà, je me suis demandé comment font les 7 pays dont on a parlé, vous savez, ceux dont on a dit qu'ils avaient gardé un air plus pur que les autres. Là, on est soit sur des îles, des vents qui vont empêcher la pollution atmosphérique de stagner. Dans les pays d'Europe du Nord, voilà, on est aussi clairement sur des zones qui sont peu denses et puis où il y a eu d'autres façons de contraindre leur population sur des conversions, d'accompagner les personnes, soit dans leur changement de mode de chauffage, soit d'orienter les gens vers des déplacements doux. Plus largement, le niveau de pollution de l'air à un endroit il peut être affecté par des facteurs naturels comme le vent, la température ou les reliefs. C'est notamment le cas lors des alertes pollution au sable du Sahara en Europe. Autre exemple, des villes entourées de montagnes peuvent dans certains cas retenir la pollution comme Santiago au Chili ou Grenoble en France. Mais en dehors de ça, la qualité de l'air est principalement affectée par certaines activités humaines. Prenons le nombre de morts attribuables à la pollution de l'air en Europe et en Asie centrale. On peut voir une baisse significative à partir de la fin des années 90. Et ça coïncide avec la mise en place de plusieurs actions. La première loi sur la pollution atmosphérique en France, c'était la loi LOR, qui avait été érigée en 1996 et ensuite qui a été assez prescriptrice pour créer la directive européenne. Depuis 2008, et elle est en train d'être révisée pour abaisser les niveaux. Ces directives ont permis de faire améliorer la qualité de l'air en fixant des seuils à atteindre. La France, en fait, depuis 2-3 ans, est régulièrement condamnée par l'Europe pour ne pas respecter ses obligations en matière de faire respirer un air sain à ses concitoyens. À différents endroits. On l'a vu, la pollution de l'air c'est un important enjeu de santé publique dans presque tous les pays. Mais les niveaux de pollution et les types de polluants varient d'un endroit à l'autre. Dans le contexte actuel, je me suis demandé quelles pouvaient être les pistes de solutions pour réduire ces impacts dans différents pays. Au niveau mondial, on attribue ces hausses à l'augmentation de la combustion de fuel fossile. Un des polluants phares dans ces zones, c'est ce qu'on appelle le BC pour le black carbone, mais qui est aussi émis quand on déforeste en fait des zones. Et, si on limite l'utilisation de fuel fossile, d'une part on limite le réchauffement climatique, mais on limite aussi la pollution atmosphérique. En France, ça dépend aussi des polluants qu'on veut regarder. Si on veut regarder les particules, en France, le secteur qui va émettre le plus de particules, ça reste le chauffage résidentiel. Et puis ensuite, il y a le trafic routier. Par contre, si on regarde d'autres polluants, comme par exemple l'ammoniac, ça va être plutôt l'agriculture qui va l'émettre majoritairement. Il y a des mesures qui portent leurs fruits, comme de privilégier des déplacements doux, de créer des plans de protection de l'atmosphère, d'aider les gens à convertir certains moyens de chauffage. En Afrique, il y a des programmes d'accompagnement pour travailler, cuisiner plus au solaire. Enfin, il y a des choses qui fonctionnent, mais ça coûte cher en fait. Il faut que ce soit une priorité de l'État. J'espère que cet épisode des Doc Nature vous aura intéressé. Alors c'est un sujet très dense et j'ai pas pu tout traiter, mais si vous voulez aller plus loin, je vous mets plusieurs sources sous la vidéo YouTube. Et notamment le site du State of Global Air créé par des universitaires qui permet de comparer la situation et les évolutions entre différents pays. En complément, je me suis demandé à partir de quand l'air qu'on respire peut être dangereux ou pas. C'est très compliqué de répondre à cette question parce que en fait on a notre susceptibilité personnelle et puis on a ensuite la nature de la pollution en question. C'est assez compliqué de répondre par un seuil strict. Il vaut mieux vivre dans une ville où en moyenne, la moyenne de ces PM10 et des CPM2,5 est la plus basse possible. Voilà. Quitte à avoir quelques pics de pollution dans l'année. Par contre, voilà, si on est une personne sensible, ces pics de pollution peuvent être aussi un facteur déclenchant de certaines pathologies, si on a déjà, sachant que ça reste multifactoriel. On sait qu'il y a des catégories de personnes, comme les jeunes enfants, qui ont leurs bronches en formation, qui sont plus vulnérables. On a aussi les personnes âgées, là où on peut avoir des bronches un peu plus fatiguées. Et puis il y a des périodes de la vie où on est plus vulnérable que d'autres. C'est le cas des femmes quand elles sont enceintes, par exemple. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si elle vous a intéressé et vous abonner à la chaîne de Brut pour retrouver d'autres vidéos. Un grand merci à toutes les équipes de Brut qui travaillent chaque semaine sur ces vidéos et je vous dis à bientôt.